Bonjour, merci Sanjay de m'avoir invité. Molto obrigado. Il semble que les universitaires parisiens pensent que tous les Portugais parlent très bien le français. Eh bien, je vais être l'exception et je vais donc aller contre le stéréotype et vous faire ma présentation en anglais. Néanmoins, je serais ravi de répondre à vos questions si vous les posez en français. Je n'ai aucun problème pour vous comprendre. Ce que je souhaitais faire aujourd'hui, c'était envisager les différentes manières par lesquelles les Moghols et les Portugais sont entrés en contact, une combinaison de tension, de pragmatisme, d'idéologie, de violence. Et je vais surtout vous montrer les complexités des relations entre les deux. Et les relations entre ces deux populations n'étaient pas évidentes, au sens où si vous souhaitez commencer à regarder l'histoire après les faits, si Baboul avait décidé de se retirer au lieu d'arriver à Delhi, si Fudayum était mort en Perse et n'était pas devenu empereur des Moghols, et si Akbar, sans doute, n'avait pas réfléchi à la voie maritime, à ce sultanat qui allait devenir la province maritime de l'Empire, les Portugais et les Moghols ne se seraient jamais rencontrés parce que les Portugais étaient à Goa, se considéraient comme empire maritime avec quelques aventures en Indonésie et au Brésil. Mais il y a une grande probabilité que ces deux populations ne se soient jamais rencontrées, ne soient jamais rentrées en conflit parce que les Portugais avaient autre chose à la tête et les Moghols, jusqu'à ce qu'ils commencent à penser à Goudral et au Décan, étaient totalement en dehors des sphères des Portugais. Donc, vous avez des contacts et des connexions entre l'époque de Babour, d'Humayun et des parties du XVIe siècle, mais les choses deviennent beaucoup plus claires dès lors que Akbar prend les deux provinces maritimes de Gujarat et de Bangalore, pour lesquelles les Portugais ont un intérêt. Et dans les années 1550, Orissa et Sindh, qui ont été conquises à cette époque, là aussi, les Portugais avaient manifesté de l'intérêt pour ces deux régions. Donc, si l'on regarde Gujarat et Bangalore, il y a toute une tradition de clash, de moments de grande tension entre les deux populations, et ces deux conflits de 1630 à Surat et celui de Hugli en 1632 sont un parfait exemple de cela. Et dans ces conflits, le commerce, la religion et la politique sont très étroitement liés. Il est difficile de les désimbriquer. Et le cas d'Hugli en est un parfait exemple. Donc, bien entendu, nous allons essayer de contredire ici quelque chose qui a déjà été résolu, c'est-à-dire cette dichotomie artificielle entre les empires continentaux qui se moquent un petit peu de la zone maritime, comme les Chinois, les Moghols qui n'ont que faire de l'horizon maritime, et de l'autre côté, vous avez l'empire maritime portugais assez rigide qui ne sait rien de ce qui se passe dans des contrées terrestres comme l'Inde. Donc, je pense qu'en fait, il faut voir la chose comme étant à mi-chemin et je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer cette réalité. Et ceci va nous amener aux connexions, aux liens étroits qui existent entre les empereurs moghols et les activités maritimes. Et ça, c'est quelque chose que nous connaissons depuis longtemps. Je me souviens de l'article publié par Satish Chandra en 1959. Dans cet article, il évoque les relations des empereurs moghols avec le commerce maritime. Ils avaient des vaisseaux, ils traitaient avec des prêteurs, et ils voulaient récupérer les taxes et les impôts des ports. Et vous voyez ces liens étroits à la mer que l'on constate empereur après empereur, et tout est clair d'ailleurs à la période de Shah Jahan, la période que j'ai choisi d'évoquer aujourd'hui. Et je pense qu'il est très intéressant de regarder cette réalité en reprenant des anecdotes européennes
par rapport à ce type de réalité. Donc je vous propose des exemples portugais et néerlandais. Les exemples néerlandais m'ont été traduits par un ami et qui démontrent que quelquefois les Portugais, les Hollandais étaient un petit peu interloqués par cet engagement en faveur du commerce maritime, un engagement très fort de la part des empereurs moghols. Et quelquefois on peut même faire le lien avec la perception de Shah Jahan, de la façon dont était perçu Shah Jahan par les Européens. Si l'on regarde la perception des jésuites, en général, c'est une perception très négative. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Enfin, c'est un peu plus complexe, mais en général, c'est très négatif. Vous avez une période d'or avant, avec la mission jésuite auprès de Akbar et de Jahangir. On a déjà parlé un petit peu de Jahangir et de sa politique religieuse. On en sait un peu moins sur les autres Moghols, mais nous savons beaucoup de choses sur Akbar et Jahangir devient de plus en plus intéressant pour de plus en plus de chercheurs, dont beaucoup sont déjà dans cette salle. Donc, les idées qu'ont les Portugais sur Shah Jahan sont très négatives, par contraste avec leurs prédécesseurs. Ils avaient des espoirs sur Akbar, sur Jahangir. Quand on parle de Shah Jahan, il devient le musulman orthodoxe. Alors, il ne pense pas à le convertir, il n'envisage pas d'interagir avec lui comme ils avaient interagi avec Akbar et Jahangir. Et d'ailleurs, les commentaires sont de plus en plus difficiles. Vous avez cet écrit de Francesco Cianti qui parle de Shah Jahan comme étant le chien mort. Il le dit à 2 reprises. Donc même lorsque les jésuites alors que les jésuites, même quand ils sont très déçus, n'en viennent jamais à utiliser de tels termes. C'est la grosse différence. Et s'il faut regarder les documents d'État, les documents qui étaient produits à Goa, vous constatez que les sentiments sont contrastés, mais qu'il y a un jugement assez dur sur Shah Jahan et qu'ils sont beaucoup moins doux avec Shah Jahan si on compare cela à l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis de ses prédécesseurs. Donc il est très intéressant de déconstruire un petit peu tout cela parce qu'évidemment les choses sont plus complexes et de faire le lien avec les activités commerciales de Shah Jahan qui nous amènent à ces conflits avec les Portugais à Surat et à Mougli au début des années 1630. Donc vous avez des exemples tout à fait intéressants. Ici, vous avez Shah Jahan et vous avez ici Shadullah Khan. Et l'un des observateurs néerlandais disait qu'à un moment, il était étonné de voir que Shah Jahan, qui d'habitude se présentait de manière très majestueuse, demandait aux Néerlandais un permis de passage pour ses propres vaisseaux. Et donc, il était très étonné de voir qu'un grand roi comme Shah Jahan, très impliqué dans des rites politiques, dans la symbolique pour exposer sa puissance et son autorité, allait demander un droit de passage pour ses navires aux Portugais. Et ici, vous voyez des Européens et vous voyez Shadullah Khan qui donne audience. Donc c'est un exemple tout à fait intéressant de ces deux contrastes avec quelqu'un qui se présente comme étant très puissant et les liens avec le monde commerçant et la manière dont les Européens perçoivent ce type de réalité. Puis vous avez la princesse Jahanara, Sanjay nous en a dit quelques mots hier, qui elle aussi était très engagée dans les activités commerciales et dans ces sources néerlandaises à laquelle on fait référence, il est dit, vous savez que les Néerlandais ont été reçus par elle comme s'ils étaient reçus par Shah Jahan, avec beaucoup de rites politiques. Et tout le monde était très impressionné par la manière dont elle les a reçus et s'interrogeait sur le fait qu'à un moment, elle leur a demandé de ramener du vin espagnol de Surat parce qu'elle souhaitait boire du vin espagnol. Donc, ils devaient
acheter du vin espagnol auprès des marchands anglais à Surat pour qu'elles soient contentes et qu'elles finissent par leur accorder plus de faveurs commerciales. Donc, encore une anecdote très intéressante concernant ces liens entre le monde de la cour et le monde du commerce à cette époque. Ensuite, si l'on parle d'Assafran, on voit beaucoup d'affaires avec les Portugais, avec beaucoup de documents du côté portugais, et vous voyez la complexité, parce qu'il écrit au vice-roi du Portugal. Nous avons deux versions portugaises, deux traductions portugaises de ces lettres, et on voit comment les Portugais de Goa et les Jésuites essayaient de discuter avec lui. Et encore une fois, vous avez un jeu tout à fait complexe. Il savait qu'il était en position d'autorité, qu'il était proche de Shahjahan, qu'il pouvait influencer Shahjahan, mais que d'un autre côté, il voulait avoir ses activités de commerce entre la mer Rouge et Aceh. Donc, il demandait quelquefois aux jésuites de voir le vice-roi pour que les problèmes soient résolus, car il voulait que ces navires puissent circuler librement de la mer Rouge vers Aceh. Et les Portugais, à l'époque, contrôlaient les mers et pouvaient accorder des sauf-conduits pour que les gens puissent circuler librement ou ne pas le faire. C'était ce qu'on appelait les cartas. Donc vous avez une littérature très intéressante, notamment un groupe de documents qui date de 1610 et qui parle de différents officiels moghols qui arrivent à la cour pour demander des sauf-conduits. Et vous avez toutes les négociations autour des sauf-conduits, les Portugais qui en accordent certains, qui en refusent d'autres. Et vous voyez tous les acteurs impliqués dans ce jeu. C'est un jeu de documents tout à fait intéressant. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, parle de Shahjahan comme étant un prince et non pas comme étant l'empereur. Et ce document est très intéressant. Vous voyez que en 1618, le prince Khurram envoie un courrier au vice-roi du Portugal car il réclame plus de sauf-conduits pour ses propres navires. Et il veut en fait que les Portugais lui donnent plus de sauf-conduits, ce qui est refusé par les Portugais. Et voyez sa réaction. La lettre n'est pas mal élevée. Il se comporte en roi de manière très autoritaire. Et d'une certaine manière, c'est le début de la perception négative de Shahjahan quand Shahjahan, en 1618, est encore prince et subadar de Gujarat. Si vous regardez Surat, et hier Sanjay nous a parlé précisément de Surat, les Portugais étaient très impliqués dans la région. Ils avaient des forces, ils voulaient contrôler la navigation dans la région, et nombre des conflits se sont développés à Surat entre les Moghols et les Portugais. Donc, en 1630, il y a un conflit crucial. C'est parce que les Portugais avaient capturé deux vaisseaux, dont l'un appartenait à Shahjahan, sur les côtes de Surat. L'incident se déroule en mars 1630, puis vous avez accumulation des tensions avec des négociations qui s'étendent jusqu'au mois de novembre 1630. Tout ceci est très documenté côté portugais. Vous avez des références à des conflits précédents, où l'on parle de conflits similaires dans les années 1610, et vous avez d'autres sources côté moghol. Et ce que l'on voit dans ce conflit de 1630, et je ne vais pas trop m'étendre sur celui-là car je veux plus de temps pour parler du conflit de Mougli, mais d'abord, vous avez des personnages politiques très forts, des médiateurs. Un médiateur qui représente Shahjahan, qui s'appelle Mir Moussa, qui est gouverneur de Surat, et qui est l'homme qui doit agir au nom de Shahjahan. Donc il a beaucoup de liens avec les Portugais pendant cette période, et il écrit un courrier au vice-roi. À l'époque, le vice-roi est cet homme, le comte de Linares.
il règne sur Goa de 1624 à 1655. Voici un plan de la ville de Goa de l'époque. Et ici, vous voyez son palais. Et donc, c'est l'homme qui, pendant 6 ans, les 6 premières années de son règne, donc de 1629 à 1632, il a dû gérer les 2 crises. Et ce qui est intéressant, c'est que côté portugais, vous avez différentes sources. Vous avez les chroniques officielles pour la période, vous avez des documents religieux, notamment très importants pour le conflit de Hooghly. Vous avez également des médiateurs jésuites à Surat en 1630. Et puis, vous avez un certain nombre de documents d'État qui sont très intéressants. D'abord, le vice-roi rédige un journal. Nous n'avons que 2 journaux écrits par des vice-rois, et celui-là est sans doute le plus important. Il n'est pas complet, il ne couvre que 3 ans sur 6, mais il est très intéressant car le vice-roi écrit ce qui s'est passé, il écrit un petit peu sur lui-même également, et il inclut des documents dans son journal. Par exemple, la lettre de Assafram au comte de Linares, au vice-roi, qui est dans le journal. En tout cas, sa traduction en portugais. Et ensuite, vous avez les procès-verbaux du Conseil d'État. Il y avait un Conseil d'État qui se réunissait régulièrement à Goa pour débattre de ce type de problème, et vous en avez le procès-verbal qui est disponible en version imprimée. Et dans le cas de Hooghly, il est très important de reprendre toute cette diversité des sources portugaises qui au moins permettent de prendre la mesure de la diversité des positions elles-mêmes. Vous aviez des positions extrêmement différentes dans ce que l'on appelle le côté portugais. Donc, en reprenant ces perceptions portugaises du conflit, donc du point de vue de Goa, on a une très bonne idée de ce qu'était le gouvernorat de Surat. Et on se rend compte que les Portugais parlaient souvent à Amir Moussa, celui qui négociait par rapport aux 2 navires capturés en 1630, mais ils avaient également des discussions avec Mukarrab Khan. Vous avez 2 articles en anglais sur ce personnage. J'ai également travaillé sur lui et sur Mir Moussa. Et c'est très intéressant parce que cela permet de voir que tous ces personnages avaient leur propre ordre du jour. Ils étaient tous proches de l'élite impériale moghole. Ils voulaient être proches du pouvoir. Et ils étaient également très à l'aise avec le monde du commerce, avec les Européens à Gujarat, et ils savaient faire la différence entre les Britanniques, les Hollandais et les Portugais. Et ils savaient en jouer. Et j'ai fait cet exercice en consultant des sources portugaises et des sources britanniques. Et vous avez les Anglais qui se plaignent parce qu'ils trouvent que les émissaires sont trop proches des Hollandais et vice-versa. Donc très clairement, ces émissaires ont un programme personnel et parviennent à naviguer les lignes très complexes entre les différents Européens, les aspects rituels, politiques dans le monde commerçant du port. Ils étaient en charge de trouver des produits exotiques pour l'empereur, et tout cela, on le voit dans les sources portugaises. Par exemple, ce Mukarrab Khan est venu comme ambassadeur de Jahangir à Goa, et vous avez tout un rapport très complet de ce qu'il a fait à Goa. On se rend compte qu'il a acheté beaucoup de biens pour l'empereur, qu'il négociait tous les prix, et à un moment, il y a eu, et ça fait partie d'une chronique religieuse, à un moment, par la voix des jésuites, il est venu voir les jésuites pour leur dire qu'il voulait se convertir. Donc, il veut se convertir, mais ne veut pas que les autres qui l'ont accompagné le sachent. Donc, c'est une conversion cachée.
à huis clos. Il prend un nouveau nom. Il s'appelle Don Juan de Tavora parce que le vice-roi à l'époque était le comte de Tavora. Donc on a beaucoup d'éléments sur cet homme. Il était ambassadeur des Moghols à Goa. Et puis, il est appelé un traître par les Portugais. Il est appelé un traître et devient la bête noire de Mughar Khan. Mais moi, j'étais curieux de voir ce qui se passait à Goa sur le commerce, sur la religion. Et j'ai découvert que la chronique nous dit qu'à un moment, cet homme a chevauché un éléphant pour admirer l'un de ses navires qui était lancé à la mer. Donc vous voyez le lien avec la mer, avec le commerce, mais également la religion très présente dans ce contexte. Donc en 1610, Mughar Khan et Mir Mouza dans les années 1630, qui ne fait que répliquer ce type de comportement et ce type de profil. Encore une fois, nous avons de nombreux courriers qu'il a écrits au vice-roi du Portugal. Et le vice-roi du Portugal le voit comme un marchand. Et il écrit qu'il est plus un marchand qu'un noble. Et dit il a des intérêts commerciaux de toute façon, donc nous parviendrons à quelque chose dans notre négociation. Et donc il y a eu une négociation, les choses se sont bien déroulées entre les Moghols et les Portugais en 1630, il n'y a pas eu de confrontation directe, mais tout s'est arrêté en novembre 1630 par des négociations menées par d'autres personnes, mais également par des missionnaires jésuites. Pour vous donner un autre exemple sur Surat, un autre gouverneur de Surat, après ces conflits, quelqu'un qui s'appelait Mir Ali Akbar a envoyé un courrier au vice-roi du Portugal pour lui demander de lui accorder la possibilité d'envoyer l'un de ses navires de Surat vers la Chine. Et tout ceci a été débattu au niveau du Conseil des impôts de Goa et le vice-roi a décidé de lui accorder cette faveur. Et la façon dont c'est rédigé est très intéressante parce que du côté portugais, il voyait que Ali Akbar avait des vaisseaux, mais le considérait comme un ami de l'État. Donc, il n'y a là aucune confrontation idéologique ou religieuse dans ce contexte. Et il y a une négociation simple des conditions de ce long voyage entre Surat et la Chine. Il dit « Je m'engage à payer toutes les taxes dans tous les ports que vous contrôlez. Et ce serait pas mal si vous décidiez d'amener le Banier comme représentant de l'État. » Donc, du coup, là, on a des articulations qui deviennent beaucoup plus complexes à l'époque de Mir Ali Akbar dans les années 1640. Donc, si l'on va de l'autre côté de la baie du Bengale, en 1632, la situation est un peu plus à la confrontation. Comme vous le savez, les Portugais sont très impliqués sur la côte ouest du golfe du Bengale. Vous voyez le port ici où étaient présents les Portugais, qui s'appelait le Petit port du Bengale à l'époque de la domination portugaise. Vous avez de nombreuses sources depuis le début du XVIe siècle. Nombreux universitaires ont travaillé là-dessus, y compris Sanjay. Et puis, tout à coup, ce port a pris de l'importance. Et lorsqu'on en arrive au conflit dans les années 30, ce port existe en tant que port important dans la région depuis plus de 30 ans. Et les Portugais sont très impliqués dans ce port. Mais à un moment, en 1632, vous avez une attaque des Moghols sur Hugli. La colonie est totalement détruite. Les Portugais et les chrétiens sont soit massacrés, soit sont capturés et envoyés à Agra. Et c'est un événement très important. Et je vais essayer, en fait, d'étudier avec vous l'événement en tant que tel, mais les jours qui ont suivi cet événement
de divers points de vue afin que vous ayez une idée de la complexité de ce qui est en jeu ici. Le siège a donc duré 3 mois, de la fin juin 1632 jusqu'au début octobre 1632. Du côté moghol, le côté officiel, ou le point de vue officiel des Moghols par rapport à cet événement, il est tout à fait clair qu'il s'agissait d'une confrontation idéologique contre les Portugais. Si vous regardez les sources dans leur traduction anglaise, vous voyez que les mots sont très forts. Ils veulent se battre contre la contamination. Les Portugais ont infecté la population avec la foi chrétienne. Donc, c'est très différent de ce qui s'est passé en 1630 à Surat. Parce qu'à Surat, vous n'avez pas ces mots-là. C'est simplement un problème commercial. En 1630, à Surat, la situation est la suivante. Ok, vous les Portugais, vous nous dites que vous contrôlez les mers, mais ces 2 navires n'étaient pas à Surat. Ici, vous êtes à Surat, mais pas dans l'océan Indien. Et il y a eu une discussion juridique sur le contrôle des mers par les Portugais, mais il n'y a jamais eu de discussion religieuse. Et les discussions entre Mir Moussa et le comte de Linares n'ont jamais abouti à un débat idéologique et religieux. Alors qu'ici, vous avez ces mots, côté moghol, et on peut comparer cela à une situation assez similaire à Macao, à peu près à la même époque. Le premier jour, Sanjay nous a dit qu'on ne s'aventurait pas dans la mer de Chine, mais je souhaitais faire cette comparaison car je pense que ce sont des parallèles tout à fait intéressants à étudier. D'un côté, Ougli, c'est ce que les Portugais appelaient un bandel, du mot bandal, qui a 2 sens en portugais. Ça peut être un port, comme un bandar, ou une colonie portugaise au sein d'un port. Donc, quand vous lisez la documentation portugaise, vous retrouvez ces mots, les bandei dont disposent les Portugais dans plusieurs endroits du golfe du Bengale. Et puis, vous avez tout un petit nombre de petites communautés dans le golfe du Bengale et des endroits comme Ayutthaya, qui est également un bandai très actif à l'époque du roi Narai et à la fin du XVIIe siècle. Vous avez également de très belles sources pour étudier tout cela. Donc j'ai tendance à dire que nous avons besoin de bien comprendre l'histoire des ports portugais. Ça, c'est encore un projet sur lequel il faudrait travailler. Et ce qui permettrait de voir les parallèles entre l'affaire de Ougli et l'affaire de Macao. Macao était en territoire chinois, annexé par les Portugais jusqu'en 1999, mais a commencé comme bandei. Puis c'est devenu quelque chose de plus officiel, de plus consolidé, de plus institutionnalisé et a fini par faire partie de la structure officielle du Portugal. Mais ça a commencé comme un petit port et vous avez plusieurs caractéristiques qui font que Macao peut être mis en conversation avec d'autres bandai, dont celui de Ougli. Donc si vous regardez si vous faites le travail qu'ont fait certains Chinois sur la perception des Chinois, que les Chinois avaient de Macao, vous avez plusieurs articles qui sont sortis sur les sources chinoises sur Macao. Et vous avez les mêmes mots. Alors, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'idée d'infecter la population avec la foi chrétienne, mais il y a l'idée de trouble que les Portugais amènent dans la région, qui est sous l'autorité chinoise, comme ici nous étions sous l'autorité moghole. Et tout à coup, vous avez des soulèvements systématiques qui sont dus à la présence des Portugais. Donc ce sont les similarités entre ces deux situations. Par ailleurs, à Macao, vous aviez des phrases qui disaient « Macao est un ulcère qui va finir par éclater à un moment ou à un autre ». Et les Chinois essayaient de cantonner les Portugais dans leur forteresse.
Et c'est sans doute la raison pour laquelle Shah Jahan, on ne sait pas vraiment pourquoi Shah Jahan a décidé d'attaquer et d'éliminer la colonie portugaise de Ougli. Il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, vous pouvez les lire dans différents ouvrages. Mais mon point de vue est qu'il était inquiet par ces troubles sociaux dans des régions qui faisaient partie de son empire. Et encore une fois, il y a le parallèle avec la Chine qui me semble tout à fait approprié. Donc, dans le discours officiel des Moghols, c'est devenu quelque chose de tout à fait important, car cela est une expression visuelle. Vous connaissez tous cette miniature qui se trouve au château de Windsor, c'est Pachanama. Et dans le Pachanama, vous avez deux miniatures représentant la crise de Ougli. Ici, je vous montre la seconde, mais de manière chronologique, c'est la première. Et c'est l'attaque en elle-même. Et vous voyez l'explosion, vous voyez l'église catholique, et vous voyez les Portugais qui s'enfuient. Et ceci nous montre ce qui s'est passé du point de vue des Moghols. Mais ça a été inclus dans un manuscrit tel que celui-là, et pour moi, c'est tout à fait important. Et c'est là l'un des aspects sur lesquels je souhaitais insister. Deuxième miniature, l'arrivée des captifs à Agra, reçus en audience par Shah Jahan. Et ceci a été étudié par Eva Hoff et elle nous montre qu'ils sont représentés dans une partie à la marge de la scène. Ils sont bien habillés car ils ne sont pas censés se présenter devant l'empereur en haillons, mais ils sont captifs et présentent des offrandes à l'empereur. Alors la scène a l'air d'être très sympathique, mais c'est loin d'être la scène la plus sympathique que vue du côté portugais. Ces deux miniatures sont incluses dans le Pachanama. Ensuite, il y a une lettre envoyée au régnant des Safavides, où il parle de tout cela. À part les chroniques que l'on connaît, il parle de tout cela au roi des Safavides et combine cet événement à la fin de la rébellion de Hanjan Lodi à la même période et ces attaques sur le sultanat du Décan occidental. Donc il dit, voilà, l'événement, c'était la fin de la rébellion qui menaçait sa propre autorité et il met ça en lien avec l'idée du contrôle du sultanat du Décan. Et donc cela fait partie petit à petit de la rhétorique officielle de l'empereur Shah Jahan à cette époque. Ensuite, tout ceci est en contraste avec ce qui s'est produit peu de temps après, parce que en 1633, les Portugais sont de retour dans la région et vous avez ce discours idéologique très fort, mais d'un autre côté, vous avez le retour des Portugais. Et tout à coup, encore une fois, vous avez les Portugais qui reviennent à Ougli et dans d'autres petites colonies de la région, et vous avez plusieurs sources qui expriment ce type de phénomène. Vous avez le témoignage d'un Anglais à Orissa en 1633 qui nous dit « Ces Portugais expulsés de Ougli ont trouvé grande faveur auprès de Shah Jahan et sont revenus à Ougli dans de grands nombres. » Donc, ce sont nos attentes qui ne seront pas attendues. Donc ça, on est en 1633. L'événement s'est déroulé en 1632. Donc tout à coup, vous avez un changement entre le mot dur, l'affectation de la population, etc., etc., et cette scène qui est présentée dans le Pachanama. Et puis d'un autre côté, vous avez le retour, en tout cas le retour qui était apparemment autorisé par Shah Jahan l'année d'après. Donc vous avez cette contradiction dans les termes entre les deux, ou alors des tensions entre le discours idéologique et le pragmatisme économique. On n'en sait trop rien, mais c'est en fait ce qui s'est réellement passé. Côté portugais, nous savons tout cela à partir de différentes sources.
dont l'une qui est très intéressante, qui est la traduction en portugais du Farman en 1633, qui réglemente ce retour. C'est un document assez intéressant parce que nous ne le connaissons que par les traductions et par une copie du XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas la copie l'exemplaire du XVIIe siècle. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. On ne sait pas si le document était rigoureusement une reproduction des conditions du retour à l'origine. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que cela garantit la liberté de culte au Portugais. Et ce document est totalement différent du type d'image et du type de mots qui sont utilisés en 1632. Donc du côté portugais, nous avons un certain nombre de réactions potentielles. Vous avez une réaction politique forte de la part de Linares qui dit « Bon, eh bien, il va falloir que je me batte et je vais essayer de détruire Surat ». Et ceci est dit dans de nombreux documents. L'une des options était pour lui de détruire Surat. Et puis finalement, il laisse tomber l'idée. Il a également une idée qu'ils ont tous eu, les Portugais, de faire alliance avec Arakan en Birmanie pour combattre les Mongols. Et vous avez un texte 1607 très intéressant qui n'a pas encore été très bien étudié et qui, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de l'Espagne et du Portugal, ce texte est écrit par un homme que l'on appelle un arbitrio, c'est-à-dire un arbitre, qui est appelé par le roi pour résoudre des problèmes de finances, des problèmes d'État, des problèmes au niveau de l'Empire. Bref, différents types d'arbitrage. On a beaucoup étudié les arbitrages au niveau européen qui règlent la manière dont les rois devaient diriger depuis l'Espagne et quels étaient les aspects financiers au sein de l'Empire. Mais vous avez des arbitrages plus ethnographiques, dont celui-ci. Et celui-ci n'a jamais été publié, mais ce qu'il dit, c'est qu'il écrit au roi du Portugal en disant « Eh bien, je connais cette région, vous êtes en 1637. Je connais bien cette région, j'y ai une grande expérience et je vous suggère que nous conquérions le Bengale. » Et tout ceci est parfaitement cohérent avec les projets utopiques de conquête des Portugais depuis la fin du XVIe siècle, notamment vis-à-vis de la Chine. Et les arguments développés par rapport au Bengale sont comparables aux arguments que l'on trouve dès lors qu'il s'agit de conquérir la Chine. Donc il nous dit « Je ressens que l'autorité du Moghol au Bengale n'est pas stable. » Et d'ajouter, nous pouvons essayer d'explorer les milieux médians de l'autorité. Vous avez les seigneurs provinciaux et nous n'avons qu'à faire alliance avec eux et le Bengale tombera dans nos mains. Donc il prévoit de construire 3 forteresses, dont l'une à Dhaka, qui permettrait de former un nouvel État de l'Inde. Et on pourrait avoir un gouverneur chrétien à Dhaka pour remplacer le gouverneur moghol. Et si vous amenez 300-400 chrétiens, ils vont répandre la chrétienté et cela deviendra un empire chrétien. Donc, tout ceci est très proche de l'idéologie qui a entouré l'argument pour la conquête chinoise. Vous aviez des gens qui voulaient conquérir la Chine depuis Canton, qui disaient, eh bien, ils sont faibles, on peut partir de Canton et conquérir la Chine en remontant vers le nord. Le propos est intéressant, mais contient beaucoup d'arguments religieux. Ici, notre arbitre veut vendre l'idée selon laquelle il est possible d'être plus grand, que cet empire pourrait être plus grand que l'empire de Chine et pourrait être un empire chrétien où l'on remplacerait les musulmans et les Moghols. Alors, cette idée a été débattue mais abandonnée. Et les Portugais étaient beaucoup plus investis
investi dans une approche beaucoup plus modeste. Et c'est ce que l'on voit dans les témoignages moghols et anglais que j'ai pu consulter. Ils envoient des Portugais dans la région afin de négocier avec les gouverneurs de la région pour s'assurer et s'assurent que les Portugais pourront revenir sans être molestés. Et c'est ce qu'ont fait nos deux Portugais, des lettres qu'ils ont envoyées depuis le Bengale. On comprend les relations qu'il a eues avec les autorités du Bengale. Et on voit qu'il n'y a pas de confrontation religieuse. Et ce que dit Linares est intéressant parce qu'il nous dit il se comporte comme quelqu'un très savant en gouvernance baroque. Il parle de dissimulation. Je souhaiterais faire ceci, mais je ne peux pas, donc je vais dissimuler. Le mot dissimuler, qui est très fort en Europe au XVIIe siècle, apparaît très régulièrement. Et on voit très clairement la différence entre la réaction dure et une approche beaucoup plus pragmatique du problème. Et ceci est en contraste saisissant avec certaines des sources religieuses qui nous relatent l'événement. Si vous les consultez, et je vais aller rapidement maintenant, si vous regardez les chroniques des Augustiniens, parce qu'il y avait des missionnaires augustiniens dans la région, eh bien ces chroniques sont très très idéologiques et en contraste saisissant avec les débats du Conseil d'État de Goa, par exemple. Il compare notamment la longue marche entre Ugly et Agra à la captivité babylonienne. Il parle de cette captivité, ce qui fait partie de... qui est très très présente dans les textes des Augustiniens, et il nous donne des exemples très intéressants de miracles. Je vais vous en citer deux. Vous avez le frère Jean de la Croix qui a été sauvé miraculeusement par une femme qui l'a guéri d'une plaie dans le dos. Après avoir été guéri, il a marché jusqu'à Agra. Vous avez un autre miracle. Et cela a été étudié par différents auteurs. Et vous avez le frère François de l'Incarnation qui a refusé d'être converti à l'islam, et l'empereur a décidé de l'exécuter parce que il refusait d'être converti et convainquait d'autres à ne pas se convertir. Il a été condamné à être écrasé par un éléphant, mais au dernier moment, l'éléphant a reculé et s'est mis à genoux devant le prêtre. Ici, je vous montre une image connue de certains d'entre vous dans l'image. Ici, vous avez un manuscrit portugais d'un martyr laïque. Je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est l'exemple de ce qui était en train de se passer à Agra en 1632, au dire des Augustiniens. Donc vous voyez ici tous les modes différents de traiter d'un problème. Vous avez les Augustiniens avec des propos religieux très forts. Vous avez des sources également jésuites, et qui sont pourtant des sources religieuses et jésuites, qui contredisent les sources augustiniennes et qui vont plus qui sont plus dans la mouvance des discussions qui se tenaient à Goa. Par exemple, et je vais vous donner un exemple et ensuite je vais m'arrêter parce que nous pourrons reprendre ça pendant les questions-réponses, mais vous avez le jésuite Joseph Castro, un Italien, qui en 1631, donc avant la crise du Gli, disait « L'empereur s'oppose à notre sainte foi, mais autorise la présence de missionnaires sur ces terres à condition qu'ils ne cherchent pas à convertir les musulmans. » Et vous avez un marchand portugais, Manuel da Silva, qui est un informateur du vice-roi à Gujarat et qui dit « Les Portugais, les Anglais et les Hollandais ont été amenés en présence de l'empereur qui leur a dit « Très bien,
que ceux qui sont convertis puissent rester chrétiens, mais ne convertissez plus d'autres de mes citoyens. Et il l'a dit avec une grande passion. Donc vous n'avez pas de conversion forcée, alors que c'est ce que nous disent les augustiniens, mais a priori ce n'était absolument pas le cas. Et dernier épisode que je voulais partager avec vous, c'est la destruction de l'Église catholique d'Agra en 1635. Et là, il y a tout un débat autour de cela. Et puis, vous avez l'image de Shah Jahan qui reconstruit l'Église et qui la rend aux jésuites en même temps que toute leur richesse et toute leur possession. Donc encore, vous avez la contradiction entre la destruction de l'Église et la reconstruction de l'Église sur une période de temps extrêmement courte. Et encore une fois, la réaction des jésuites à tout cela est très intéressante. Vous avez certains jésuites qui ont dit la manière dont se sont comportés les captifs à Agra, eh bien, il est très clair que Shah Jahan devait réagir comme cela. C'était des gens qui ne se tenaient pas. Vous avez même un jésuite portugais qui dit ils se sont comportés comme s'ils étaient chez eux. Et il y a un épisode très intéressant. À une époque, les chrétiens avaient construit une statue de Judas. Et les musulmans ont cru qu'il s'agissait d'une statue du prophète Mohammed. Et ils sont allés voir les moullas et Shah Jahan a été informé. Et dans cet épisode, les jésuites nous disent, eh bien c'est là l'une des choses que les chrétiens portugais à Agra ne doivent pas faire, de jouer avec les images et de ce qui heurte les musulmans et qui leur donne évidemment une occasion de se rebeller. Donc les jésuites nous relatent ce qui se passait à Agra et ce récit est beaucoup plus juste et plus en ligne avec le raisonnement politique qui s'opérait à Goa. Je vous remercie pour votre attention.